Jacques, merci d'avoir accepté cet entretien en visio. Comme je l'ai écrit dans un post, le post de enfin, le sujet de l'identité visuelle des marchands de presse déchaîne les passions. J'ai fait un post il y a quelques jours qui a eu une audience absolument démesurée. J'ai été moi-même assez surpris. C'était un post qui était assez engagé, assez critique, avec un ton qui est habituellement humoristique. Et il a eu une audience absolument incroyable parce qu'il a été relayé par LinkedIn Actualité. Donc j'ai quasiment 100 000 personnes qui l'ont vu. Donc la conséquence, c'est que tu as eu, Jacques, Ouais. euh, connaissance de ce post. Tu m'as répondu. Et je t'ai proposé de faire une visio pour expliquer tout le process créatif qui a mené à cette création de la nouvelle identité visuelle des marchands de presse. Et tu as eu la gentillesse d'accepter cette proposition. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons cette visio. Et on va parler que de création, de besoins clients, de process créatif, d'un petit peu de marketing forcément derrière. On va pas parler de politique, de dépenses, de choses comme ça. C'est pas du tout ma ligne éditoriale. Donc Jacques, tu es Jacques Averma, tu es designer en collab avec le Studio Double. Donc ma première question, c'est quoi le Studio Double? C'est quoi Jacques? C'est quelle est la graphiste derrière? Comment vous êtes organisé? Alors, donc pour commencer, moi, je suis designer industriel, donc mon métier, c'est de concevoir des objets pour des gens, pour des clients, en pensant à leur usage et en pensant aussi à la manière dont ils vont être fabriqués. Moi, je fabrique souvent des enseignes de magasins. J'imagine des enseignes de magasins. Et il y a quelques temps, de nombreux mois, il y a eu un appel à projet du ministère de la Culture pour refaire l'identité des marchands de presse. La demande vient normalement initialement du syndicat des marchands de presse. Donc, c'est les patrons de commerce de presse qui ont eux-mêmes décidé de changer leur identité. Et donc, pour ça, moi, je me suis dit, bah, je fais des enseignes, j'aime bien faire ça. Sauf que les enseignes, moi, je suis designer industriel, je fais des objets, c'est aussi des signes, c'est aussi du graphisme, c'est de la communication. Ça, il faut que je vois ça avec des graphistes. Donc, j'ai travaillé avec un studio de graphisme qui s'appelle Studio Double. Et ensuite, il y a aussi le mot presse qui est écrit sur l'enseigne. Et donc, on s'est dit, bah là, il faut aussi quelqu'un spécialisé là-dedans, une dessinatrice de caractère qui s'appelle Julie Soudan et qui fait donc ce qu'on appelle de la typographie. Elle fait des typographies spéciales pour des clients. Donc, voilà comment s'est constituée l'équipe. Donc, une partie objet, une partie graphisme, couleur, forme, et une partie typographie. Donc quel était le besoin concrètement exprimé par le client? Donc, les marchands de presse avaient envie de moderniser leur identité. Ils sont allés voir le ministère de la Culture parce qu'en France, il y a une politique culturelle qui soutient la presse écrite, la diversité de la presse écrite. Ça se traduit par plein de manières différentes, dont de l'aide à la modernisation des magasins pour les commerçants. Et donc, eux, ils voulaient une nouvelle enseigne qui parle un peu de la modernisation du métier, donc qui ait une allure plus contemporaine. Et ils voulaient garder la plume, et ils voulaient garder le mot presse. Et il fallait aussi qu'il y ait un jumelage possible avec le tabac, parce que souvent, il y a des commerces de presse et tabac. Donc ça, c'était vraiment les 4 grosses contraintes qui étaient imposées, voilà. Presse, plume et le mot tabac, 3 contraintes, pardon. Presse, plume et mot tabac. Alors Et justement, pas mot, donc enfin la forme de la carotte, ouais, pardon. à la fin, c'est-à-dire c'est la forme de la carotte, c'est-à-dire? Alors la forme de la carotte de tabac, c'est Oui, vraiment l'enseigne des rouge. buralistes, c'est rouge et c'est une sorte de losange un peu évasé comme ça qui rappelle les ballots de tabac avant. On appelle ça la carotte. Et donc il fallait qu'il puisse y avoir un jumelage possible entre l'enseigne de presse et la carotte de tabac, donc qu'elle puisse être en un seul signe. Donc l'objectif, c'est de moderniser. On va revenir Ouais. sur ce point. Les contraintes, c'est donc la carotte, le mot presse Et la plume. et la plume. Le jaune? Non, Non, il y avait c'était pas une aucune contrainte. pour les couleurs, pour tout ça, même pour la forme globale, on était très libre. Voilà. D'accord. Donc on a Moderniser? candidaté. Ouais. Pardon. Ah oui, pardon. C'est du coup, juste pour expliquer, c'est de la commande publique. Ça veut dire qu'on candidate avec une note d'intention, puis il faut une présélection de 4 concurrents où on est invité à soumissionner un projet. Et ensuite, il y a un jury qui est composé de professionnels du monde de la presse, de la vente de presse, de professionnels de la signalétique, mais aussi de gens du ministère de la Culture qui ont l'habitude de juger ce genre de projet. Donc voilà, on passe devant un jury de 30 personnes et là, on a gagné. Ok. Moderniser, ça veut dire quoi dans le monde de la presse? Alors,
Moderniser déjà, alors il y a une partie, derrière ce mot modernisation, en fait, on entend surtout, les grands changements qui sont relatifs au métier. Donc il y a presque 35 des commerces de presse qui ont fermé ces dernières années, parce qu'il y a une population vieillissante des marchands de presse et qu'eux aussi, bah, depuis, maintenant une vingtaine d'années, on consomme de moins en moins de presse, papier. Pourtant, il y a une grande diversité et il y a une jeune presse en France qui est de très grande qualité, qui est vraiment une des meilleures presses au monde. Et donc moderniser, ça voulait dire, se faire un peu le reflet de ça et des différentes manières d'accéder au contenu aussi, éditorial, qu'il soit en ligne ou voilà. Même si le marchand de presse vend que de la presse papier, il fallait que l'enseigne parle aussi un peu du fait qu'on est dans une autre ère, et que la presse se lit aussi sur les écrans. D'accord. Et C'était pas uniquement la presse papier, c'est la presse au sens c'est général ça, du terme. D'accord. voilà. Donc, sur quelle force vous êtes appuyé pour imaginer cette nouvelle identité? C'est quoi l'idée créative? Est-ce que tu peux l'expliquer? Alors nous, on a une méthodologie, qui peut-être, va un peu à l'encontre, parfois, à certains points, d'une méthodologie plus de marketing ou de branding, qui est de commencer par cibler les contraintes. Heu, on part vraiment parfois plus des problèmes. Donc, déjà, il y avait ces 3 grosses contraintes, qui étaient fixées, de la plume, le mot presse et la possibilité de jumeler avec, la carotte de tabac. Et ensuite, nous, on a, notre première étape, ça a été vraiment une étape d'observation de, qu'est-ce que c'est le cygne aujourd'hui? Comment il est implanté en France? Le grand losange jaune que tout le monde connaît. Hmm. Et donc, on s'est rendu compte déjà d'un premier truc, c'est que la technique d'impression, ou de collage du mot presse ou de la plume vieillit très mal. Ça résiste mal aux UV, voilà, donc souvent la plume disparaît, le mot presse est arraché. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, l'enseigne en losange, elle est, elle prend beaucoup de place dans la rue et elle est plus conforme aux règles, aux plans locaux d'urbanisme. Et elle n'est pas adaptée à toutes les typologies de rues parce que quand la rue est trop étroite, elle déborde trop sur la rue et c'est très courant de croiser des commerçants qui vont vous dire qu'ils se sont fait arracher leur enseigne par une manœuvre de camion. Donc on s'est dit qu'il fallait changer aussi cette emprise sur la rue et la rétrécir. Heu, Ensuite, il y a un autre point, qui est plus écologique, c'est de se dire que là, les enseignes, elles sont en coque PVC, donc c'est vraiment du plastique. Mhm. Et heu, alors, on n'est pas anti-plastique en soi parce que pour moi, il y a pas de mauvais matériaux, ça dépend de leur utilisation. Mais le plastique, il faut quand même se rappeler que c'est obtenu, vraiment littéralement en brûlant du pétrole. Donc, pour obtenir du plastique, on brûle du pétrole et c'est ce substrat qu'on obtient qui permet de créer des matériaux plastiques. Et c'était peut-être pas l'idée de continuer, au XXIe siècle, de travailler avec ce genre de pratiques et de procédés. Donc on s'est dit qu'on voulait sortir du plastique, mais quand on sort du plastique, on sort aussi de la coque rétroéclairée. Parce que c'est le plastique qui permet une transparence et de rétroéclairer l'enseigne. Donc forcément, avec toutes ces observations, on s'est mis plein d'autres contraintes qui sont, bah, on n'utilise pas de plastique, donc on va pas pouvoir rétroéclairer. On veut pas d'impression parce que ça vieillit mal et on veut une emprise sur la rue qui est plus faible, plus Mhm. réduite. Donc, bah, on en arrive à forcément se dire: «On va faire quelque chose de plus ouvert, où la lumière va pouvoir passer à travers les lettres». Ça répond aussi à la question de, vu que la lumière passe à travers les lettres et ben, les lettres ne sont pas imprimées, elles sont découpées. Et donc on n'utilise pas de matériaux transparents, polluants. Voilà. En gros, c'est un peu, chaque, contrainte amène à un principe de construction, quoi. Une réponse exactement en termes de design. Alors, il y a une question moi, qui me taraude, c'est cette plume rouge qui était un élément identitaire fort. Pourquoi elle a disparu, cette plume rouge, et notamment la couleur rouge? Alors, je vais peut-être partager mon écran d'ailleurs, Bien sûr. parce que hop, alors, voilà, est-ce que On vous a voyez? tendance à dire que les contraintes favorisent la créativité. Donc, finalement, vous êtes parti des contraintes pour apporter de la créativité. C'est ça exactement. Heu, donc oui, juste, je vais peut-être redire, enfin, ce que je disais sur la disparition de la plume, c'est quelque Oui, chose qu'on remarque souvent là, vous voyez, donc ça, c'est notre cahier des charges un peu créatif, donc ça, c'est des observations et aussi que le losange, les gens posent souvent et il est côté de pas travers rare de aussi. croiser des enseignes posées de travers ou des signes pas respectés. Par exemple, là, cette typo, c'est une invention complète. Là aussi, la plume, elle a rien à voir avec, enfin voilà.
Et elle est souvent aussi perdue dans un paysage d'enseigne. Voilà. Donc, nous, le rouge, pour nous, il était important, mais sauf qu'il faut garder en tête qu'il y avait au début du projet donc cette volonté de faire un mix avec donc, le tabac, il est de couleur rouge, et je vais vous montrer. Donc nous, ça, c'était la proposition. Notre idée, c'était de pouvoir, dans l'enseigne, soit glisser la plume à l'intérieur, et ça rappelle aussi un peu ce principe de cahier, un peu comme un journal qu'on ouvre avec la plume à l'intérieur, ou alors de glisser la carotte de tabac. Et donc, chaque couleur avait son importance, puisque la plume est donc gris anthracite, et la carotte de tabac est rouge. Et à savoir, on ne peut pas mettre deux couleurs sur une même plaque, parce que les plaques, elles sont thermolaquées, c'est de l'aluminium qui est thermolaqué. Et le thermolaquage, c'est un procédé où on peint avec de la poudre, on projette de la poudre sur la plaque de métal, et ensuite on la cuit pour faire durcir cette poudre et la transformer en couleur. Sauf qu'avec cette technique, on ne peut pas mettre deux couleurs sur une même plaque. Donc, ce qui fait qu'on était obligé, dans une logique de réduction des coûts aussi, parce que l'enseigne ne doit pas être chère, et d'économie de matière, on ne pouvait pas mettre deux couleurs, on ne pouvait pas mettre plus de deux couleurs par enseigne. Donc, c'était rouge pour le tabac et gris anthracite pour la plume. Sauf que cette enseigne de jumelage tabac, finalement, elle ne va pas voir le jour. Donc, voilà, le rouge a disparu, mais aussi pour défendre notre choix du gris, il y a aussi le fait que quand on met le rouge avec le jaune à cette échelle-là, ça donne une vraie allure McDonald's C'est vrai. qui nous aurait été aussi vivement reprochée. Voilà. Mmh. Le symbole, enfin la couleur rouge, c'était pas un moyen de justement d'émerger dans cet univers. Enfin, c'est un commentaire que j'ai beaucoup vu sur LinkedIn, Oui. que le gris justement dans cet univers urbain relativement gris, le rouge permettait d'émerger, alors que là, le gris ne permet pas. Alors, ça, c'est un peu une autre aussi perception, pas perception, mais je veux dire, c'est un autre engagement vis-à-vis de ce que nous, on conçoit comme des éléments intéressants d'un point de vue urbanistique. C'est que déjà, l'enseigne, elle répond à des codes de plans locaux d'urbanisme. Et il faut, enfin, en général, dans les villes en France, aujourd'hui, on essaye de baisser le volume, un peu l'intensité des signes et du bruit, de tout. On essaye de pacifier. Euh, et, et donc, l'idée, c'est pas forcément d'être plus visible. Il y a une sorte de brouhaha lumineux aujourd'hui. Et nous, D'accord. on est conscient que notre enseigne, c'est un peu on rétrograde un peu et on dit on se calme un peu. On n'est pas obligé d'avoir écrit un truc en énorme. Il faut se rendre compte du volume de ces objets. L'enseigne là de presse que j'ai au-dessus de moi, c'est une enseigne qui fait plus d'un mètre. Quand on se retrouve à côté véritablement, on s'en rend pas forcément compte dans la rue, mais c'est énorme comme objet. Et nous, on a un peu la volonté et aussi dans la manière de la mettre en lumière la nuit. Je vous montrer une photo. C'est aussi cette intention d'avoir un éclairage plus doux, moins polluant visuellement, parce que c'est aussi une question de la pollution visuelle la nuit, et donc d'être un peu plus calme. Voilà. Ok. La typo, presse, Oui, est-ce que tu peux m'en parler aussi, cette typo, ce choix de typo? bien sûr. Alors moi, je suis pas typographe, Oui. mais voilà, on a quand même travaillé tout ensemble, voilà. Donc l'idée de la typographie là, c'était déjà de se baser sur le un peu les titrages de presse qu'on peut retrouver un peu partout, qui sont des titres connus que vous voyez à l'écran là, mais d'exclure de tout ça les typos avec empattement. Donc les typos avec empattement, c'est les petites pattes qu'on peut voir en bas des lettres. D'exclure aussi les caractères trop condensés, comme là, dans l'éléphant, quand on regroupe comme ça, parce que ça gêne la lisibilité, ou alors les lettres, comme on peut voir dans Vogue, avec des grosses différences d'épaisseur. Donc Mmh. là, par exemple, le V, vous voyez, là, il est 6 fois plus gros que le trait ici. Donc ça aussi, ça gêne la lisibilité. Mais du coup, on voulait quand même créer une filiation avec ce monde de la presse, à savoir que l'enseigne précédente, que tout le monde aime tant d'un coup, la typographie utilisée, c'est une typographie qui s'appelle Frutiger, qui est une typographie de signalétique et qui est la typographie des aéroports de Paris. Donc, qui n'a absolument rien à voir avec le monde de la presse. Donc, ça nous fait ça nous amuse un peu que les gens nous disent que notre choix de typo est genre catastrophique.
parce que celle d'avant avait rien à voir, enfin, était vraiment de la typo de signalétique et n'avait pas de filiation avec le monde de la presse. Donc ça, c'est la première dans les années 70 qui a été utilisée, qui a un caractère typographique qui, lui, pour le coup, est très utilisé dans la presse. Donc ensuite, la Frutiger, attendez, j'ai un petit bug. Voilà, la Frutiger. Et ensuite, notre caractère qu'on a dessiné, qui a un peu un mélange, du coup, qui rappelle quand même le monde de la presse, mais tout en gardant un impact signalétique. Là, vous pouvez constater qu'il y a des découpes. Enfin, c'est ce qu'on appelle une typo stencil. Donc, ça veut dire que vu qu'on découpe la lettre, il faut que la contreforme là, du R, elle tienne. Donc, c'est pour ça qu'on a ces petites pattes sur le P et sur le R pour que les contreformes puissent tenir vu que la typo est découpée. Ensuite, elle est un peu étendue pour suivre la courbe de la plume. Et voilà. Est-ce que cette enseigne a été testée auprès des consommateurs ou auprès d'une cible en particulier ou pas? Alors, bien sûr, nous, c'était important pour nous dans notre processus, dès le début, d'aller parler avec des marchands de presse, déjà pour se rendre compte de leurs contraintes. Ça, c'était évident dès le début. Ensuite, on a proposé différents dessins. Alors là, vous voyez des images. On est allé voir plusieurs marchands de presse pour poser des questions autour du dessin de la plume, des formes que ça pouvait avoir. Mais on les a impliqués aussi à un moment du projet, on avait quand même assez avancé parce que c'est aussi notre métier de proposer des choses et après de laisser un choix quand même assez limité, voilà, pour pas que ça parte dans tous les sens. Et ensuite, on a posé un prototype qui a vécu 6 mois à Paris pour se rendre compte et communiquer avec le marchand de qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, aussi communiquer avec un industriel qui la fabrique pour se rendre compte des choix qu'on a pu faire plus en détail dans la conception. Et voilà. D'accord. Et ce projet a duré combien de temps, de l'appel d'offres jusqu'à l'officialisation la semaine dernière? Au moins un an. Au moins un an, d'accord. Tu Voilà. as dit, Et après, il y a une tu as dit certaine inertie aussi dans les prises de décision. Enfin, voilà, c'est pas un an à temps plein, mais voilà, mais le processus prend un an. la ministre de la Culture a été impliquée là-dessus ou pas du tout? Parce que dans mon post, j'ai rigolé un peu sur Rachida Dati Ouais. qui avait donné son avis et tout. Bon, c'était un peu ironique, mais est-ce qu'elle a été impliquée à titre personnel dans ce choix? Non, pas du tout. En Non, fait, pas du tout. déjà, la demande vient du syndicat lui-même, qui a contacté son ministère de tutelle, et c'était encore sous Roselyne Bachelot que le D'accord. projet s'est décidé. Ah oui, exact, oui. Donc, ensuite, il y a un jury de 30 personnes. Donc, c'est vraiment, il faut prendre conscience que dans ce jury, il y a le Centre national des arts plastiques qui gère tous les appels d'offres. Dès qu'on commande du graphisme, dès que l'État commande un peu du graphisme important en France, il est là. Il y a la Direction générale de la création artistique, qui est aussi une grosse entité du ministère de la Culture. Il y a la Direction générale de la communication et de la presse. Et il y a des professionnels du monde de la presse. Donc, en fait, réduire ça à la ministre de la Culture, c'est une critique un peu. Enfin, du coup, ça sort complètement le projet de. Enfin, voilà, c'est pas une critique du projet finalement, quoi. Mhm. D'accord, c'est plus une critique politique qu'une critique esthétique Bah, je sais presque. pas. Oui, voilà, c'est ça. C'est aller chercher le clou qui dépasse, la personne la plus visible et lui faire porter. Bon, bien sûr, elle est ministre, elle porte la responsabilité de tout ce qui se passe dans son ministère. Mais mais bon, c'est nier le travail de plein de personnes entre les deux, Bien quoi. sûr. Et la capacité de ces personnes à prendre des décisions et à savoir voilà, ce qui est bien pour leur métier. Tu as dit il y a quelques minutes, tout le monde aime tant cette plume, tout le monde aime tant cette enseigne. Effectivement, cette nouvelle identité a généré beaucoup de retombées sur LinkedIn, mais aussi dans la presse. Vous avez des retombées presse qui auraient été assez importantes, hein, Mhm, que ce soit la PQR ou la PQN. mhm. Même à la TV, j'ai vu Bien sûr, les des micro-trottoirs. reportages là-dessus. Ouais. Comment vous expliquez ça? Alors, je pense déjà que les chiffres le prouvent, les gens vont de moins en moins dans les commerces de presse. Et puis nous aussi, en parlant du projet en amont, avant qu'il sorte, les gens ne connaissaient pas forcément bien cette enseigne. C'est quand on voit l'image, on se dit ah oui, bien sûr. Mais les gens sont pas tant attachés à ce signe que ça. Euh, je pense que, alors nous, on a eu un peu une première vague comme ça de contenu plus réactionnaire quand le ministère de la Culture a fait son communiqué, en fait, il y a des gens sur Twitter qui ont tout de suite réagi.
donc qui ont tout de suite dit ah c'est une catastrophe. Déjà le ministère a communiqué avec une image qui met pas l'enseigne en valeur, donc ça c'est un peu une erreur déjà. Mais en gros derrière ces critiques, nous on entend surtout le dégoût de la dépense publique. Ça c'est un avis politique, on comprend. Il y a pas voilà, mais en gros on critiquait pas tant le signe, on critiquait surtout le fait qu'il y ait de la dépense publique pour ça. Donc du coup le fait que l'État soutienne la presse écrite et derrière aussi un peu une peur du changement, ce qui est aussi tout à fait, on s'attendait à ces critiques de toute façon. Donc, c'est d'abord, on a eu ce lot de critiques. Après, à proprement parler sur le projet, je pense que en fait, les critiques qu'on a reçues, on les comprend parce que là, on est en train de parler de logo. Alors je vais vous mettre une image de l'objet parce qu'en fait, on parle d'objet. Et on a eu des critiques sur l'impact visuel, mais en réalité, on parle d'un objet, donc il y a beaucoup plus de paramètres qui rentrent en compte que juste un logo. Cette chose-là, vous la verrez jamais à plat, en fait. C'est toujours un objet qui est dans la rue, qui vit dans un environnement, qui est fait avec des matériaux par des gens. Et donc nous, en fait, il y a beaucoup d'autres paramètres qui sont du coup les matériaux, les couleurs, les qualités de fabrication, d'où viennent les technologies et les matériaux, où est-ce qu'on peut fabriquer, qui peut fabriquer, les plans locaux d'urbanistes. Enfin, il y a plein de choses qui ne sont pas dans la grille de lecture des gens qui arrivent direct et disent c'est quoi ce truc. Et c'est rigolo parce que notre projet, il est on ne peut plus nationaliste en soi, dans le sens où on le fabrique en France. Il est fait avec des matériaux. Il n'y a pas de pétrole en France, donc il n'y a pas de plastique français, ça n'existe pas. Donc nous, c'est fait avec de l'aluminium. C'est ouvert sur un réseau de tôleries de 500 tôleries en France. Donc en fait, tous ces changements, c'est aussi le miroir de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sur le territoire national avec nos compétences, avec nos technologies, quoi. Donc on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Exactement. Toujours. Et après, donc en fait, c'est juste que et c'est aussi le truc de se dire, faut mettre à jour cette grille de lecture, avoir une grille de lecture un peu plus proche du 21e siècle avec les contraintes écologiques productives de notre époque et pour mieux comprendre ce signe. Et donc, les critiques un peu à l'emporte-pièce comme ça, de dire c'est moche, ça me plaît pas, en fait, ça nous atteint pas trop parce qu'on sait que chaque élément dans l'enseigne est le résultat d'un travail assez méthodique et respectueux envers la profession des marchands de presse. Et on sait, et aussi respectueux dans la question de l'urbanisme. Et on sait que du coup, l'enseigne, elle va finir par être acceptée, quoi. Ça veut dire que les réactions qui ont été un peu émotionnelles que ça a généré, vous vous y attendiez et vous aviez Ouais. toutes les réponses à travers tout le process de création que vous avez eu sur cette ancienne, que ce soit la typo, les matières, la forme et tout ça. Oui, exactement. Après, on est encore une fois, on est ouvert à la critique. On comprend certaines critiques, par exemple la disparition du rouge, où il y a des choix qui ont été faits, et voilà, c'est comme ça. Mais, euh, mais on s'attendait, oui, à beaucoup de critiques. Peut-être pas à ce point, on savait que c'était un symbole. Donc en fait, dès qu'on touche à quelque chose, et vu que c'est un peu un bien, les gens ont l'impression que ça leur appartient aussi. Donc en fait, tout le monde se sent légitime de donner son avis. C'est assez déroutant au début parce que nous, on est de très jeunes agences. On n'est pas du tout habitué à cette envergure de projet. Donc, on l'a pris assez personnellement au début en se disant, mince, on s'est mis à douter. Mais finalement, on s'est rendu compte que non, c'était vraiment cette question de grille de lecture que les gens ont. Et on sait que j'ai lu un commentaire qui m'a fait rire, qui disait que un bon design, c'est comme une bonne blague. Ça s'explique pas. Mais ça, euh, en fait, au 21e siècle, je sais pas si je peux être encore d'accord avec ce truc. Je sais pas dans le monde de l'humour, mais en tout cas, dans le monde du design, un bon design, ça doit pouvoir, enfin, normalement, ça devient encore meilleur quand on l'explique, quoi. D'accord. Quand on s'attaque à un tel projet presque, on s'inscrit dans le Ouais. patrimoine et qu'on est un petit studio, une petite équipe, Hum. euh, quel conseil tu pourrais donner aux équipes qui ont un tel profil et qui s'attaquent à un tel monument? Alors déjà, c'est d'avoir confiance parce que nous, ça faisait partie des critiques. On se disait, mais qui a pu pondre ça un bureau une sorte de McKinsey surpayé, tout ça. En fait, c'est exactement l'inverse.
On est des petites équipes et donc c'est d'avoir confiance dans la commande publique déjà. Elle va pas si mal que ça parce que le fait qu'ils nous aient choisis, nous qui n'avons pas des liens favorisés comme peuvent avoir certains gros studios, ça montre quand même une certaine santé de la commande publique. Et donc d'avoir confiance, ces choses-là sont accessibles. Et ensuite, de rester droit dans ses principes. Parce que c'est ça, à la fin, qui reste. Enfin, c'est le fait que quand on prend 20 minutes pour en parler, qu'on puisse défendre son projet. Et après, d'avoir des amis, parce qu'il faut se, faut se sentir un peu soutenu dans ces moments où on en prend quand même pas mal quoi, pour soi, pour son grade. Donc ça fait du bien parce qu'on peut se mettre à douter un peu. D'accord. Je pense que, alors tu as évoqué la fierté d'avoir travaillé là-dessus, tu as évoqué aussi le stress. Est-ce que ça a changé aujourd'hui quelque chose dans votre quotidien? Est-ce que ça a apporté des nouveaux clients? Enfin, qu'est-ce que ça a changé, l'officialisation de cette enseigne et donc la notoriété que ça a généré auprès de votre équipe derrière? Alors c'est un peu tôt pour le dire. Moi, j'avais à la base, je travaillais déjà sur des enseignes. Donc là, je voyais une carotte de tabac à l'écran qui tourne avec le vent ou une enseigne de pharmacie qui tourne aussi avec le vent et fait un effet cinétique et donc se passe d'électricité. Donc moi, en fait, je pense que ça permet de m'inscrire vraiment dans le champ de la signalétique, mais d'une certaine signalétique. C'est une signalétique différente qui répond pas au même code que celle qu'on connaît. Donc ça m'a permis ça. Je pense que enfin, c'est encore vraiment, ça fait 10 jours que c'est sorti, donc C'est trop ce tôt serait encore. formidable si on pouvait avoir des nouveaux clients en 10 jours. Mais non, non, c'est pas. Mais vous n'avez pas ça n'a pas généré plus d'appels ou de choses comme ça? Des Ah appels bah entrants, si? clairement, si, Si, on est très visible. d'accord. Et on s'est dit, est-ce que d'ailleurs cette mauvaise presse là qu'il y a sur l'enseigne, ça risque pas plutôt de nous porter préjudice? En fait, ça a été plutôt notre première réaction de se dire, c'est cette visibilité, elle est peut-être néfaste parce que nous déjà, nos créations, elles se limitent pas à juste ce travail et on veut pas être défini comme un potentiel foirage complet de ce truc. Euh, donc on a eu un peu peur de ça aussi. Et donc c'est pour ça que en fait, quand on critique vivement comme ça, en fait, faut savoir que derrière, on s'attaque à des gens qui sont aussi des gens qui se posent des questions, qui sont en train de lancer une activité et que potentiellement ça peut être assez néfaste aussi. Donc nous, on l'a plutôt vu dans l'autre sens. On s'est pas dit, tiens, là, ça y est, notre téléphone va faire que sonner et avoir plein de clients, quoi. D'accord. Plutôt une vision un peu apeuré de la situation et finalement, voilà. Bah, je trouve Oui, que voilà. l'explication que tu donnes à partir du moment, déjà, je trouve que la démarche que tu as eue, hyper constructive de me répondre et d'avoir accepté d'en discuter. Tu parlais tout à l'heure que tu voulais un nouvel ami, bah écoute, on a un nouveau. Voilà, tu as réussi à me convaincre, tu as réussi à me retourner sur la situation. Ça m'a permis de mieux comprendre cette nouvelle identité, cette nouvelle enseigne, ce qui va être ancré dans notre quotidien. J'avais été assez critique à travers les explications que tu me donnes. Bah, maintenant, j'en suis. Voilà, j'ai été retourné dans mon opinion et je trouve ça vraiment sympa que tu aies pris le temps de me répondre et j'espère que bah, ma communauté, mes followers auront le temps d'écouter tout ce dispositif, tous ces dispositifs créatifs qui a mené à ça, quoi. C'est vraiment Merci sympa. beaucoup. Est-ce qu'il y a des Merci choses beaucoup que tu d'avoir pris le souhaites temps. ajouter? Tu as envie de dire quoi sur cette enseigne finalement? Est-ce que euh, Oui, j'ai un petit truc aussi qui doit être clair pour beaucoup de gens, c'est qu'on nous a reproché aussi que finalement, c'était pas écologique de jeter toutes les anciennes. Faut savoir que les commerçants ne sont pas du tout obligés de changer leur enseigne et ils le font généralement dans le cadre de travaux pour moderniser leur commerce et que la subvention d'ailleurs de l'État ne permet pas d'acheter seule l'enseigne. Donc, généralement, c'est toujours quand on refait un peu son truc caisse, son bandeau, on change aussi l'enseigne. Et donc, ça va se faire très progressivement. Et donc, ce signe, ça va prendre du temps avant de le voir partout dans la rue, quoi. Ça va prendre 5, 10 ans peut-être. Et donc, il va se faire accepter doucement. Et maintenant, on était sur un temps très compact là, de 10 jours où c'était intense sur les réseaux. Et maintenant, on va rentrer dans une phase de 10 ans. Donc, c'est assez rigolo parce que ce projet va nous coller à la peau pendant un moment.
Et donc, voilà, c'est bien de laisser aussi en ligne des traces d'autres choses que des réactions vives et à prendre le temps d'écouter un peu ce qu'il y a derrière ce projet. Et donc, pour ça, je te remercie aussi d'avoir pris le temps d'écouter tout ça, quoi, et de diffuser tout ça. Merci C'était beaucoup. passionnant comme d'habitude et toujours passionnant d'entendre un process créatif qui permet justement de développer une nouvelle identité, une nouvelle enseigne qui va être ancrée dans notre quotidien. Donc, on aura une petite pensée pour l'équipe à chaque fois qu'on la verra. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques. Merci, bah, à bientôt. Merci et j'espère à très bientôt. Au revoir. Ouais, au revoir.